Bienvenue dans notre rendez-vous des droits de l'enfant. 3e émission consacrée à Janusz Korczak, L'enfant a des droits, une émission de Radio Tiroir. Cette émission a été pensée en hommage à Janusz Korczak. Janusz Korczak, ce médecin pédiatre polonais, écrivain, pédagogue, éducateur, qui initia l'idée des droits de l'enfant. Cette émission, 3e du nom, paraît la semaine du 20 novembre, c'est-à-dire 32 ans après la signature par 192 pays de la première Convention internationale des droits de l'enfant. Dès 1919, Janusz Korczak écrivait à la Société des Nations pour que soient inscrits dans le marbre les premiers droits de l'enfant. Il en avait rédigé 12. Aujourd'hui, cette Convention internationale des droits de l'enfant comporte 54 articles, dont 41 droits très précis pour l'enfance du monde entier. Alors, pour célébrer cet anniversaire, avant de vous livrer le 3e feuilleton radiophonique que Janusz Korczak donnait à la radio polonaise en 1938, permettez-moi de vous présenter comment Janusz Korczak en est venu à écrire les premiers droits de l'enfant. C'est d'abord à partir d'un constat d'échec, éprouvé personnellement, que Korczak veut recréer un monde pour les enfants. Très tôt, des jeunes médecins pédiatres, il parcourt la banlieue de Varsovie pour soigner les plus démunis. Certes, dans son cabinet de pédiatre, il fait payer les riches, et avec cet argent, il va soigner gratuitement les pauvres qui n'ont pas d'argent. Très vite, il fait le constat de l'échec de la société dans la recherche du bonheur de chacun. Il écrit dans son journal du ghetto qui donnera lieu à la pièce de théâtre La République des enfants du Dr Korczak, que j'ai le plaisir d'interpréter en ce mois de novembre. Il écrit « Il paraît qu'à cette époque déjà, j'avais confié à la grand-mère, dans une conversation intime, mon projet de transformation du monde. Ah, ni plus ni moins. Il s'agissait de jeter dehors tout l'argent. Ah, l'argent. Comment et où le jeter? Et que faire après? Certainement, je ne le savais pas. Il ne faut pas me juger trop sévèrement. Oui, j'avais alors 5 ans. Et le problème est on ne peut plus difficile. Que faire, dites-moi, que faire pour qu'il n'y ait pas d'enfants sales, pas d'enfants couverts de haillons, pas d'enfants ne mangeant pas à leur faim, pas d'enfants avec lesquels il m'était interdit de jouer dans la cour de mes parents. Voilà ce qu'il écrit dans son journal du ghetto. Aussi, Janusz Korczak, sans s'arrêter à condamner le monde, un monde fait par les adultes pour les enfants, en a-t-il créé un autre, réel, qui est la réplique en quelque sorte vécue du rêve de son héros, de son grand roman, Le roi Mathias Ier. Roman Roi Mathias Ier que je vous invite à lire. Si on analyse la conception pédagogique de Janusz Korczak, il faut se rendre compte du fait qu'elle naissait dans une lutte avec le monde qui l'entourait. Korczak était un enfant d'un salon bourgeois de Varsovie. Oui, son père était avocat, réputé. Il était brouillé avec le milieu de l'intelligentsia, dont il tirait ses origines. Aussi, Janusz Korczak, alias Henryk Goldschmidt, avait vécu douloureusement l'hypocrisie de ce milieu et ne pouvait trouver des forces créatrices qu'en dehors de lui. Il a connu très tôt, alors qu'il était étudiant, et plus tard comme médecin et éducateur dans les colonies de vacances, il connut tout le cauchemar de l'injustice, de l'inégalité qui pesait sur la vie des enfants des milieux les plus pauvres des bas quartiers de Varsovie. Aussi,
De ses expériences et de ses ressentiments, Kortchak avait développé une conception unique dans son genre, une conception qui divisait la société en deux classes. La classe des adultes, usurpant tous les droits, et la classe des enfants, vivant dans la servitude. Selon Kortchak, le monde dans lequel vivent les enfants n'est pas adapté à leurs besoins et à leurs intérêts. Les adultes sont les maîtres du monde. Ils ne prennent pas au sérieux la population des petits, comme il disait. Ils ne pensent qu'à leur confort, qu'à leur tranquillité. Pourtant, toujours dans son journal du ghetto, Kortchak écrit « Les enfants et les adolescents constituent le tiers de l'humanité. L'enfance constitue le tiers de la vie. On doit donc donner aux enfants le tiers de toutes les richesses de la terre, et cela de leurs droits et non pas par notre bienveillance. » Voilà ce qu'il écrit dans le journal du ghetto. Même les institutions éducatives ne sont pas adaptées, selon lui, aux multiples besoins de l'enfant. Dans le monde actuel, l'enfant ne peut pas se sentir heureux. S'il s'adapte quand même, s'il se plie aux exigences des adultes, eh bien tant pis pour lui. Il perdra de nombreuses valeurs humaines. Quand on lit les œuvres de Kortchak, on y voit une dure et parfois même provocation brutale aux adultes. Non, Kortchak ne leur épargne pas les mots amers, mais des mots pleins de force et de justesse. Non, Kortchak ne prie pas, il exige. Il exige courageusement qu'on élimine de l'éducation tout ce qui outrage l'enfant, tout ce qui blesse ses sentiments. Dans son livre intitulé « Quand je redeviendrai petit », il écrit « Au lecteur adulte, vous dites « Ah, la fréquentation des enfants nous fatigue. » Eh bien, vous avez raison. Et puis vous ajoutez « Parce que nous devons nous abaisser à leur niveau, nous baisser, nous pencher, nous plier, nous rapetisser. » Alors là, vous vous trompez, chers adultes. Ce n'est pas cela qui nous fatigue. Ce qui nous fatigue, c'est le fait que nous devons nous élever à la hauteur de leurs sentiments. Nous élever, nous étirer, nous hausser sur la pointe des pieds, nous tendre pour ne pas blesser les sentiments des enfants. La Convention des droits de l'enfant. La Convention des droits de l'enfant. On est un enfant. On est un enfant. Jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 18 ans. J'ai le droit à la non-discrimination. J'ai le droit à la non-discrimination. C'est pareil pour tous les enfants du monde. C'est pareil pour tous les enfants du monde. J'ai droit au bien-être. J'ai droit au bien-être. L'État et le gouvernement doivent nous protéger. L'État et le gouvernement doivent nous protéger. J'ai droit à l'exercice de mes droits. J'ai droit à l'exercice de mes droits. On a droit au développement de nos capacités. On a droit au développement de nos capacités. J'ai droit à la vie et au développement. J'ai droit à la vie et au développement. J'ai droit à un nom et une nationalité. J'ai droit à un nom et une nationalité. J'ai droit à la protection de notre identité. J'ai droit à la protection de notre identité. J'ai le droit de vivre avec mes parents. J'ai le droit de vivre avec mes parents. J'ai le droit de retrouver ma famille. J'ai le droit de retrouver ma famille. Droit à la liberté de déplacement. J'ai le droit à la liberté de déplacement. J'ai droit à la liberté d'opinion et de donner mon avis. J'ai le droit à la liberté d'opinion et de donner mon avis.
Nous reviendrons dans la prochaine émission sur les réalisations concrètes que Korczak a mises en place dans les 2 orphelinats qu'il a gérés à Varsovie. Mais pour l'heure, écoutons le feuilleton radiophonique qu'il donna en avril 1938 sur Radio Pologne. La solitude de la vieillesse. C'est l'été. Dans un parc mal entretenu, traversé par une rivière. Tout près, il y a une jeune pinède. Plus loin, un autre bois, hanté, oui, hanté. Il a été le décor d'une passion amoureuse et, dit-on, d'un meurtre. C'est justement dans ce bois que se trouve un très vieux chêne. Ah, qu'il faut absolument aller voir. 300, 500 ans. Les plus jeunes ont même estimé qu'il avait 2000 ans. « On va vous y emmener, monsieur, on va vous y emmener. » Bah, s'ils doivent absolument me le montrer, si je dois le voir à tout prix, parce qu'il a 1000 ans, parce que le bois est hanté et que ce n'est pas si loin, je ne le regretterai pas. Ils veulent vraiment me faire ce plaisir. Bon, alors c'est d'accord. Nous y allons. Il fait chaud, c'est l'été, l'après-midi. Alors vous voyez là-bas, c'est tout près, hein, on y arrive. Là, on le voit déjà. Vous n'êtes pas fatigué? Pas vrai, monsieur? Nous atteignons enfin le bois et le fameux chêne. Je l'admire, il le faut bien. Il a un bel ombrage. Oui, une belle ramure. C'est vrai. Il est beau, non? Oui, il est très beau. Il a l'air ancestral. Impressionnant, non? Auguste et séculaire. Eh bien, les enfants se prennent déjà tous par la main. C'est un rite incontournable. Ils encerclent l'arbre. Moi, je m'assieds. Quant à eux, ils courent, ils rient, ils pépient. Ils s'appellent les uns les autres. Ils jouent à cache-cache. Ils se cherchent partout. Bon, les enfants, il est temps de rentrer. Nous allons être en retard et nous allons nous faire gronder. Nous reprenons donc le chemin du retour. Plus tard, cependant, un soir, à pas lents, je retourne sur les lieux pour rendre une visite plus longue au séculaire et auguste chêne. Je suis seul à présent. Te voilà, vieux chêne. Tu as envie de bavarder? Je suis venu te voir. J'observe son tronc. Il a des marques sur son écorce. Oh, elles sont nombreuses. Ce sont des traces laissées par le temps et les mésaventures. Ce sont des signes, des hiéroglyphes du passé. Ces blessures ont été soignées. Je distingue encore des plis, des rides, des nœuds, des protubérances. Ça et là, on a dû casser, scier. Je lève les yeux vers le dôme de verdure. C'est vrai, cet arbre a un bel ombrage. Mais tout là-haut, je remarque une grosse branche sèche qui pend, inerte. Elle est noire, ses rameaux sont morts. Les jeunes n'ont pas remarqué les brèches à la cime. En bas, là où le chêne déploie ses racines, que vois-je? Enseveli sous une couche de terre, masqué par des touffes d'herbe, que vois-je? Je commence à creuser du bout de ma canne. Je cure, comme un dentiste le ferait avec une dent gâtée. Il y a un trou profond, une cavité. Ça sent l'humidité. Eh oui, l'humidité.
Ses feuilles aussi sont moins nombreuses, plus petites, et leur verdure est comme couverte d'une pellicule de givre. Je vois tout ça à l'œil nu. Que se passe-t-il là-bas, sous terre? Comment la sève circule-t-elle dans tous ces vaisseaux calcifiés? Tes rhumatismes se réveillent-ils par mauvais temps? Comment est Tatou? Certes, le chêne fleurit encore, mais l'abeille reconnaît que la suavité de son pollen n'est plus ce qu'elle était. Comment s'étonner? Parmi l'exubérant feuillage des arbres, celui des jeunes arbrisseaux, des arbustes, parmi ces freluquets, cette verte marmaille, lui, le vieux chêne, se tient là, pensif et solitaire. Bon, je ne dirai rien de ce dont nous avons causé tous les deux, mais lorsque je suis parti, oui, il faut savoir se dire adieu, je l'ai fait à contre-cœur. J'ai posé ma main sur son épaule, j'ai opiné du chef. Est-ce vrai qu'une génération, ses extravagances et ses espiègleries, ne représentent que peu de choses? Allez, prends soin de toi, vieux frère, vieux chêne. Dites-moi, quand commence la vieillesse? Sa solitude, au premier cheveu blanc, à la première dent arrachée qui ne repoussera plus, à la 12e tombe d'un mentor ou d'un camarade avec lequel tu aurais partagé ton travail, tes gamineries, ton espoir, quand ta fille ou ton fils grandit? Ou alors, est-ce seulement quand il s'agit de ton petit-fils? Comment s'est-elle passée cette première rencontre avec la vieillesse? S'est-elle approchée lentement? T'a-t-elle enveloppé peu à peu ou t'a-t-elle guetté pour te tomber dessus soudainement? Comment as-tu réagi? Tu t'es défendu? Ou tu t'es laissé faire? Ah oui, les forces te manquent-elles déjà, alors que tu as encore de nombreuses responsabilités? Deviens-tu moins utile, moins désiré? Es-tu mis à l'écart, toléré, délaissé, repoussé? Deviens-tu une gêne? Y a-t-il des plaintes? Est-ce ta faute? La leur? Doit-on absolument trouver un coupable? Les fautes, les erreurs, et c'est dans l'ordre des choses. Quoi? Tu ne tiens pas le rythme? Ah! Tu peines au milieu de personnes nouvelles, d'événements nouveaux. Il faut alors une bonne vue, une bonne ouïe, un bon odorat, des muscles vigoureux. Et toi? Ah, tu es invalide. Vis-tu ta solitude au milieu de tes proches, distants malgré tout, qui sont même bienveillants, mais occupés par leurs propres affaires de jeunes? Vis-tu ta solitude parmi des personnes indifférentes, hostiles? Tiens, la personne qui vit sous ton toit, est-elle insupportable? L'avenir rend les autres plus forts, plus riches, plus sûrs d'eux-mêmes. Et la vieillesse aigrie est mauvaise et antipathique. Dis-moi, ta solitude est-elle celle de l'impuissance, de la déception, de la fuite, de la rancune, de la perte, de l'échec? Ah oui, la solitude peut être déserte, sourde, aveugle, ou bien remplie de monde, de tumulte, de foi. Il y a encore la solitude des ambitions inassouvies, des désirs prosaïques. Ah, elle est égoïste. Elle respire la touffeur du vide, de l'ennui et du dégoût. Il ne se passe plus rien, et plus rien n'est capable de t'émouvoir. Tu ne cherches plus aucune solution, tu ne poses plus de questions. Tu attends qu'on te jette une obole d'émotions, de pensées, de volontés. Ah, c'est une solitude froide, sans cœur, stérile, jalouse, rancunière, suffisante, opiniâtre, importune et même despotique.
Mais la solitude, elle mord, elle te ronge, elle te putréfie. Bon, qui es-tu? Un pèlerin, un vagabond, un naufragé, un déserteur, un banqueroutier, un raté, un exilé? Mais peut-être n'as-tu pas trouvé la jeunesse. Peut-être ne l'as-tu pas connue. Dis, as-tu aimé? Comment? Qui et quoi? Aimes-tu toujours? T'es-tu demandé où est mon élu? Que fait-il ou que fait-elle à présent? Que pense-t-il ou que pense-t-elle? Pense-t-elle encore à moi? Pense-t-il encore à moi? Se souvient-il, se souvient-elle de moi? M'écrira-t-elle ou m'écrira-t-il rapidement? Non, 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 ne détruis pas tes lettres. Elles occupent peu de place. Comme cette photographie jaunie, cette fleur qui s'effrite, ce ruban rose, cette fleur séchée, une rêverie, un cadeau, un souvenir. Les souvenirs sont divers, lénifiants, douloureux, parfois même abjects, et tels des fantômes, ils remontent des profondeurs du passé. Tu as bien vécu? Combien d'arpents de terre as-tu labouré? Combien de pain as-tu cuit pour les autres? Combien de graines as-tu semées? Combien d'arbres as-tu plantés? Combien de pierres as-tu apportées à l'édifice avant de partir? Combien de boutons as-tu recousus? Combien de vêtements as-tu raccommodés? Combien de linge souillé as-tu plus ou moins bien lavé? À qui as-tu apporté de la chaleur et combien en as-tu donné? Comment t'es-tu rendu utile? Comment se nomment les étapes du chemin que tu as parcouru? La vie, ah! Il l'a bien compliquée. Ou c'est elle qui s'est emmêlée toute seule? La vie s'est écoulée, et tu ignores comment. Tu ne l'as pas remarqué à temps. Ou alors c'est elle qui t'a oublié. Elle ne t'a pas appelé? Peut-être ne l'as-tu pas entendue? L'aurais-tu mal comprise ou trop tard? As-tu accouru à son appel ou as-tu traîné des pieds, paresseusement? Te l'aurait-on soutiré sans que tu t'en aperçoives, naïf comme tu es? T'aurait-on dupé, escroqué, volé, imprudent comme tu es? L'aurais-tu perdu au jeu? L'aurais-tu bu? L'aurais-tu trafiqué, dépravé, sordidement? Aurais-tu gâché ta propre vie? Et même déçu ceux qui avaient foi en toi? Où as-tu placé le capital des efforts déployés et celui des cœurs envers lesquels tu t'étais engagé? Désirais-tu tenir parole ou préparais-tu une trahison tout en adressant des baisers? Combien de larmes as-tu fait couler? Combien en as-tu essuyé? Autrefois, il y a longtemps, très longtemps. As-tu vraiment vécu ou as-tu nonchalamment regardé la vie s'écouler à côté de toi? Étais-tu aux commandes? Ou la vie te portait-elle tout simplement? Vous ne me croyez pas? Écoutez, j'ai connu un homme, non pas qu'il menait une vie de bâton de chaise, il était bien bâti, il avait une bonne situation, et puis plus rien. Un petit friand par-ci, un petit caviar par-là, des bonnes manières. Il a tout mangé, rien de plus. Et toi, as-tu distribué, partagé, donné de ta vie? Combien de causes as-tu défendues? Pourquoi t'es-tu battu? Vois-tu, la solitude de la vieillesse, un journal intime, une confession, un bilan, un testament, tu t'inquiètes de léguer. Léguer quoi et à qui? La récompense. Est-ce que ça l'aidera dans la vie, l'élève, l'enfant unique? Peu importe que tu l'aies fait à la lumière intense des néons ou à celle de la lampe à pétrole, qui as-tu soutenu au moment où il chancelait? Qui as-tu éduqué, guidé? Sans chercher à parader,
ni à avoir la reconnaissance des autres, sans exiger de retour. Dis-moi, vieux chêne, toi qui vis dans ce bois hanté parce que on n'y savait pas aimer, est-ce bien vrai qu'il y a plus de bonté dans le monde qu'il n'y paraît? Silencieuse, modeste, timide, n'a-t-elle pas conscience de son pouvoir? Est-ce bien vrai, vieux chêne, qu'une génération n'est finalement que peu de choses, et qu'il n'y a pas d'enfants, de jeunes, de vieillards, ni de solitude? Il n'y a que des gens, des arbres, des animaux, des plantes et des cailloux différents les uns des autres, et autant de solitude. Ah, qu'il est imposant, ce vieux chêne, comme est imposant son silence, lorsque moi je fais face à la vie, au passé, au futur, et que je me retrouve seul à seul avec le ciel. C'était La solitude de la vieillesse, selon un feuilleton radiophonique du vieux docteur Korczak, sans doute enregistré en avril 1938 à la radio polonaise. Ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on a droit à des petits droits. La semaine prochaine, nous nous retrouverons avec le docteur Korczak et nous entendrons son feuilleton intitulé « L'audience ». D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, l'enfant a des droits.